Bonjour à tous, ici Srezox, le moment de l'espace. Donc aujourd'hui on va présenter une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour parler de l'actu qui se passe en ce moment. Pas encore l'astronomie, mais bon voilà, c'est comme ça. En gros je vais parler de l'astronomie. Et du coup, et si vous remarquez bien, et si vous êtes j'espère vous savez que là derrière là-bas c'est Crans-Montana. Et il se passe quelque chose là-bas. Donc là derrière à Crans-Montana il se passe environ des choses auxquelles on ne s'y attendait pas. Aujourd'hui, je vais parler de l'actu et je vais parler de ce qui se passe à Crans-Montana et surtout, je vais parler de l'impesanteur. Parce que je parle de l'espace, mais j'ai pas encore dit ce que c'était l'impesanteur. Donc, on va révéler ça tout de suite. D'abord, on va déjà parler de ce qui se passe à Crans-Montana. D'ailleurs, vous pouvez le voir derrière plan, juste ici devant moi. Donc, en gros, des astronautes suisses s'entraînent pour essayer de s'approcher de plus de l'impesanteur. Et du coup, ce qu'ils font, c'est que vu que l'eau, quand on nage dans l'eau, ça se ressemble beaucoup à l'impesanteur. Désolé, mais il y a le patrouille qui fuit ici en montagne. Donc, il passe ici régulièrement. Donc, en gros, ce qu'ils font, je disais, ils s'approchaient de plus en plus de l'impesanteur. Parce que dans l'impesanteur, ici sur Terre, recréer l'impesanteur, c'est pas une chose à faire comme c'est pas quelque chose qu'on fait comme aller acheter du pain à Lidl ou quoi, mais ça se fait pas en 2 secondes. Il y a 2 moyens possibles de s'approcher de l'impesanteur. C'est soit être dans une piscine géante qui s'appelle NBL. Donc en gros, ça veut dire donc en gros, dans ces 3 lettres, ça veut dire flottabilité neutre, mais je sais plus ce que ça voulait dire. Et du coup, normalement, on ne flotte pas, on ne coule pas, on est entre les deux. C'est ce qui s'approche le plus de l'impesanteur. Ou alors sinon, on a encore la France qui a développé une autre technique pour s'approcher de l'impesanteur. C'était en fait d'utiliser un avion qui fasse une parabole. Et du coup cette parabole, l'avion monte. Et juste après, lorsqu'elle commence à descendre, c'est là qu'on a un apesanteur. Et c'est là qu'on fait les expériences et on s'entraîne, et les astronautes s'entraînent aussi en France. Mais bon, ça ne dure que quelques secondes et c'est pas suffisant pour reproduire ce que va subir les vrais astronautes là-bas. Du coup, ils s'entraînent actuellement à Crans-Montana dans un lac gelé. Là, ils ont percé un trou, ils ont essayé de trouver des moyens pour entrer, mais ils s'entraînent toujours. D'ailleurs, vous remarquez que Crans-Montana est juste derrière moi. Et bon, en montagne également. Je suis en montagne ici, donc je suis à Anzère, donc je tourne encore des vidéos. Donc en gros, l'impesanteur, je vais expliquer ce que c'est. Donc maintenant, j'ai parlé de ce que faisaient les astronautes, donc ce qu'ils faisaient là-bas à Crans-Montana, donc s'approcher de l'impesanteur et y échapper à l'impesanteur. C'est 2 mots qui sont différents, pesanteur et impesanteur. Pour comprendre déjà ce que c'est l'impesanteur, on va expliquer ce que c'est la pesanteur. Alors la pesanteur, c'est quand on s'exprime un poids, c'est du genre comme quand nous, on fait un poids sur, par exemple, je sais pas, le sol ou alors quand on marche, par exemple. Là, on exerce notre poids. L'impesanteur, c'est quand notre poids il s'exprime plus, donc on est en chute libre. Donc par exemple, comme vous tombez, par exemple, imaginez qu'on lâche, par exemple, cette mandarine. Là, elle s'appuie sur ma main. Mais si maintenant je la lâche, là la caméra elle est comme ça, mais si par exemple je lâche ma main en même temps que le machin tombe, ça va vite, hein. Et si vous mettez la vidéo après au ralenti, en vérité la pomme, l'orange, elle va se mettre à flotter. Parce que l'orange, elle tombe. Mais ma main, elle aussi, elle tombe. Du coup, l'orange ne peut plus prendre appui sur ma main, vu que normal, ma main, elle tombe. Et c'est la même chose pour la Station Spatiale Internationale, l'ISS, où tout objet qui tourne autour de la Terre est en apesanteur. Du coup, nous, par exemple, dans la Station Spatiale Internationale, on essaye, par exemple, dans l'espace, on essaie de recréer la pesanteur. Et ici sur Terre, on essaie de recréer l'impesanteur.
Et du coup, bah, ce qu'ils font les astronautes là-bas, c'est qu'ils font des expériences en apesanteur, voir ce que ça réagit sur le corps. Par exemple, les fluides, s'ils peuvent se mélanger, ou encore d'autres expériences. Bref, des tas de trucs qu'ils font dans l'espace. Et vraiment, ça fait des tas d'expériences que j'aime bien aussi, surtout que... D'ailleurs, si vous voulez observer l'ISS, d'ailleurs, savez-vous qu'elle peut normalement, il y a des sites qui existent comme evenserver.com, permettent de savoir où est-ce que la station va passer par chez vous. Il y a également d'autres sites comme astropléiade.fr qui permet de donner la vitesse, la position et surtout quel astronaute s'y trouve en temps réel de la station. Par contre, je vais essayer peut-être de les mettre dans la description. Peut-être ils n'y seront pas parce que je m'y connais pas trop. Je viens tout juste de débuter. Donc peut-être que je vais les mettre en description. Mais peut-être pas. Donc je le dis déjà. ebensound.com et astropléiade.fr. Cherchez ça sur internet si j'arrive pas à les mettre en description. Ou alors s'il y a dans la description, tapez dessus puis vous verrez. Alors du coup ce que c'est l'impesanteur. J'ai expliqué, c'était ce que c'est une fuite libre. Mais savez-vous que comment on fait l'apesanteur? Bah, tout ça se passe en vérité sur une parabole. Donc en gros, une trajectoire en cloche. Mais en vérité, je vais expliquer aussi ce que c'est une orbite. Une orbite, c'est donc en vérité... Bon, je vais expliquer plus facilement. Imaginez qu'on prend un satellite et qu'on le lance là-bas, avec une certaine vitesse. Ben, il va se diriger dans le sens que j'ai lancé, mais avec de l'attraction de la Terre qui est plus forte que le satellite, bah, il va se mettre à retomber. Mais si on lance encore plus loin, bah, il va continuer à tomber plus loin. Et du coup, si on veut mettre quelque chose en orbite, bah, le truc c'est que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Du coup, bah, avec une certaine vitesse, il faut que la force qui permet de s'éloigner de la Terre soit égale à la force qui permet d'attirer vers le sol. Et du coup, bah, si les deux forces s'égalent, bah, l'objet va toujours rester sur ces mêmes trajectoires et va tomber encore, et encore, et encore, et encore. C'est ce qu'on appelle une orbite. Mais en vérité, si on peut toujours lancer des objets encore plus forts. Sauf que cette fois-ci, ces trajectoires vont être ovales, en forme d'ellipse. Mais cette fois-ci, la vitesse du satellite n'est pas constante. Elle va varier entre quand elle est très très loin de la Terre, ben, ça va être très loin, puis quand elle est tout proche de la Terre, ça va accélérer pour le renvoyer sur la suite de la trajectoire. Ensuite, après, si on lance le satellite encore plus fort que l'attraction terrestre, alors celui-ci finirait par s'échapper de l'attraction terrestre, c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Alors j'ai expliqué les différentes orbites à lesquelles. Déjà, il y a l'orbite basse, sur laquelle on trouve également le télescope spatial Hubble, ou la station spatiale internationale. Et ben du coup, sur ces orbites, c'est là où se trouvent tous les objets, mais aussi il y a pas mal d'endroits où il y a l'endroit où il y a le plus de débris spatiaux. Et les débris spatiaux, c'est les pires ennemis de toutes les agences spatiales sur Terre. Donc en gros, les débris spatiaux, c'est des restes de fusées ou des satellites qui sont inopérationnels et que c'est dangereux pour l'espace puisqu'à tout moment, s'ils percutent un autre satellite, ça va créer d'autres fins débris qu'on est incapable de les déterminer et aussi de les voir. Et surtout, c'est ce qui arrive, qu'on a des impacts. Mais heureusement, depuis ces jours, il y a eu seulement que quelques mini-impacts, mais jamais d'accident grave ou de dépressurisation sur la station spatiale internationale. Mais bon, il faut pas prendre ça à la légère, il faut prendre ça avec les pincettes, franchement. Il faut faire attention. Et sinon, après, il y a encore d'autres satellites, hein, ce sont des orbites encore un peu plus hautes. Et puis ensuite, après, là, c'est les satellites de télécommunication, hein, c'est l'endroit où évoluent tous les satellites normalement. Et puis également, c'est là aussi avec les satellites militaires ou également ceux qui servent à la météo ou encore de scientifiques. Et encore après au-dessus, on a une orbite encore plus importante pour nous ce qui fait que je permets de faire des vidéos, c'est l'orbite géostationnaire. Donc en gros, cette orbite, elle est parfaitement parfaite
Parce qu'elle est juste au moment où en fait elle a assez de vitesse pour suivre la rotation de la Terre. Donc en gros elle va rester toujours au même endroit. Du coup ben, ça permet de suivre une région et de faire par exemple je sais pas la télé ou encore d'autres trucs, et c'est ce que j'ai dit qui permet de faire mes vidéos et de voir internet ou encore d'autres trucs. Mais internet on peut également faire avec des antennes, ce qui est possible encore et toujours avec la 5G, ou alors à base de satellites. Mais satellite c'est plus efficace car en effet il n'y a pas d'air pour freiner les particules, donc c'est beaucoup plus rapide qu'une antenne sur Terre. Et ensuite après l'orbite géostationnaire, bah après si on pouvait faire toutes les orbites, il y aurait la Lune déjà autour de nous. Après on aurait nous qui tournerait autour du Soleil. Et puis encore il y aurait d'autres systèmes solaires si on sortait encore. Mais avant ça, il y a encore un autre truc, c'est les comètes. Par exemple, il peut y avoir il y a les comètes également aussi. En gros, les comètes, elles font des orbites hyper allongées. J'imagine même pas, c'est des spaghettis. Leurs orbites, c'est tellement des spaghettis. Oh, c'est super allongé. Donc en gros, ces comètes, en gros, c'est ce qui explique pourquoi elles mettent autant de temps pour revenir ici. Bah, en fait, le truc, c'est que vu que c'est très allongé, bah, elles vont s'éloigner. Et ensuite, quand elles vont revenir, on va l'accélérer. Elles vont passer environ vers le soleil, mais ça va pas rester longtemps. Ça va durer, je pense, un mois environ. Mais ça va pas durer longtemps. Donc si un jour une comète reviendra, de toute façon elle va pas percuter la Terre, puisque de toute façon l'attraction du Soleil va la renvoyer vers la suite de sa trajectoire, donc pas de panique. Mais en vrai ça pourrait y arriver. Du coup donc il faut aussi faire attention. Puis après, si on sort encore du système solaire, on trouve d'autres systèmes avec également des systèmes binaires ou plus, c'est-à-dire 2 étoiles qui se tournent entre elles. Parfois ça peut être 3 étoiles, même 4, 5, etc. Ouais, donc ici, une planète avec une étoile, c'est quand même rare notre galaxie. Je pense qu'on n'est pas les seuls ici à avoir qu'un seul soleil. Mais surtout, si on avait eu 2 soleils, bon, je pense pas que ça aurait pas changé grand chose au niveau ici de la vie. Mais par contre, ça aurait pu faire quelque chose de plus joli. On aurait un 2e soleil. Et surtout, donc je vous ai toujours dit à la fin de mes vidéos de chercher la vérité et d'être. Et n'oubliez pas que j'ai oublié ma phrase de fin, mais bon. Sur ce, je vais déjà vous dire que aujourd'hui, que vous devez absolument chercher la vérité. Et surtout, je vais pas vous forcer à vous abonner, parce que franchement, c'est votre choix. Donc, à bientôt. Sur ce, n'oubliez pas que si vous êtes perdu, je vous guiderai et cherchez la vérité.